le poste, mesdames et messieurs, nous sommes mercredi et mercredi c'est WebPress. WebPress qui reçoit, je ne cesserai de le dire, les intelligences et les compétences de mon pays dans le domaine journalistique. Aujourd'hui, nous allons parler, en tout cas, si le temps le permet, et nous allons tout faire pour y arriver parce qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité. Nous allons parler de la mise en place ou de la nomination d'Olenga Koy à la tête du CNSA. Nous allons parler de l'élection des gouverneurs, de la situation économique du pays en général. Et nous allons terminer dans le domaine social de la grève, en tout cas dans certains secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Ongé de Canal Kin Télévision. Très heureuse encore une fois, Pascal, d'être avec vous. Bonsoir Paulette, merci encore une fois de plus, s'est retrouvés ensemble et comme toujours analyser les questions d'actualité. C'est notre pierre de construction, notre pierre en tout cas pour la reconstruction de ce beau pays, c'est notre travail. Et bien, nous nous donnons simplement de pistes de solutions. J'espère que nos paroles ne tombent pas dans les oreilles des sourds comme on dit. Je suis avec Nikez Mouzani. Nikez, ça va Afrique Echo? Oui, nous continuons à donner les échos. Merci beaucoup, je crois que à voir la situation du pays, les échos ne sont pas du tout intéressants, hein, en tout cas, mais voilà, peut-être que d'ici là, avec les élections, l'alternance tant souhaitée, tant entendue, viendra. Nous allons terminer par Eddie Kaniki, journaliste indépendant. Eddie, ça va? Oui, ça va très bien. Je suis, comme d'habitude, heureux de me retrouver sur ce plateau où nous allons parler de l'actualité à la faveur de nos amis téléspectateurs. Merci. Analyser surtout à froid, comme on dit. Pascal Ongé Olenga Koy est là. Pour certains, ce n'était pas une surprise. Pour d'autres, c'est un non-événement. Et pour Pascal Ongé, fin limier, pour vous, c'est la suite logique? C'était Olenga Koy qui devait être à la tête du CNSA? Je ne pense pas que c'était prévu qu'Olenga Koy soit là. Je vois comment on a organisé le deuxième dialogue. D'abord, il y a eu le premier dialogue où l'accord a été signé le 18 octobre parce qu'on avait compris que le dialogue n'était pas inclusif. Il fallait maintenant chercher un autre dialogue qui allait, en tout cas, prendre en charge pratiquement tous les acteurs politiques de notre pays. C'est comme ça que nous avions eu le deuxième dialogue. À l'époque, Tshisekedi était encore en vie. Derrière lui, il y avait l'opposition, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. On avait pensé à ce poste du président du CNSA simplement parce qu'il fallait avoir quelqu'un de carrure politique, quelqu'un de probité morale irréprochable, quelqu'un de niveau intellectuel compétitif, quelqu'un peu corruptible, et quelqu'un distinctif par son agir, quelqu'un qui dégagerait un comportement exemplaire à quiconque. Alors, c'est cette personne qu'on avait pensé maintenant lui confier cette responsabilité pour que finalement on sauve. Il n'a pas tous ces critères. Je continue mon analyse. Je vous en prie. Pour qu'on sauve finalement l'organisation des élections au pays. Il meurt, les camps se divisent, nous avons deux ailes du rassemblement. De mon point de vue, je n'ai jamais parlé de ailes. On aura une dissidence, dont Olenga Koy et les autres. Et vous allez comprendre que s'il y a eu dissidence, c'est parce que la problématique de la corruption est intervenue. Et les autres sont partis parce qu'on leur avait miroité des postes. Aujourd'hui, nous y sommes. Olenga Koy, finalement, prend la tête de la dissidence en question. Maintenant, lorsqu'il faut discuter du CNSA, à l'absence des autres, du rassemblement, et il prend le devant. J'ai entendu des arguments, surtout de la majorité présidentielle, comme quoi Olenga Koy s'est battu depuis très longtemps en politique. Mais oui, vous pouvez faire la politique depuis longtemps, mais ne pas être un bon exemple pour le pays. Il s'est battu depuis tout le temps en politique, mais il a échoué aux élections ici à Kinshasa. De mon point de vue, je pensais que... Et il a été démis de ses fonctions en tant que ministre des Transports. J'imaginais qu'on pouvait peut-être tenir compte maintenant du poids politique. Nous sommes allés aux élections de 2011, quel que soit le format, quelles que soient les conditions des élections. On a eu un président qui a été contesté, mais élu comme tel, Joseph Kabila, on a eu Tshisekedi, on a eu Vital Kamerhe et les autres. Ne fût-ce qu'il fallait respecter ce format-là pour que cette personne acceptée comme président du CNSA soit cette personne acceptée aussi par les autres qui a un poids politique représentatif et significatif. Mais malheureusement, on va choisir les mini-frétins, excusez le terme.
parce que sur le plan politique, on ne représente rien, parce qu'on n'a pas de base, parce qu'on n'a pas été élu, et parce que le comportement n'est pas du tout, en tout cas, l'éthique. Non, et là où le problème se pose. Aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce qu'il pourra permettre que le CENSA soit cette structure qui va tenir le flambeau pour l'organiser ces élections? Je tente même de dire non. Pourquoi? Parce que nous avions suivi sa déclaration de reniement. Il a été hué par les membres de son parti. Il disait que les élections ne seront pas organisées en décembre 2017. Et là, il ne comprend pas qu'il fallait qu'il lise la disposition de l'accord, la disposition 4.2. Qu'elle dit cette disposition, Paulette? Nous avions évoqué avec vous la fois passée, les élections doivent être organisées en décembre 2017. Point. Toutefois, il n'y a pas une incise dans... Voilà, ça continue. Toutefois, le CENSA, le gouvernement, la CENI peuvent unanimement apprécier le temps du parachèvement de dites élections. Je ne sais pas s'il sera analysé. Et c'est là où le problème se pose. On a encore déjà avancé qu'on n'aura pas élection en 2017. Et ça pose problème pour un président du CENSA. Donc qui viole déjà l'accord. Nikez Mouzani, nous revenons au critérium. C'est vrai que chez nous, en République démocratique du Congo, le critérium, on s'en fout. Permettez l'expression aujourd'hui, on n'a pas à se mâcher les mots. Nous parlons comme le Congolais lambda. On s'en fout des critériums, on s'en fout de votre background. Et pourtant, dans d'autres pays dits démocratiques ou sérieux, on regarde un peu qu'est-ce que ce monsieur a comme bilan. Comme mon frère Pascal a dit, il a échoué aux élections, il a été démis de ses fonctions en tant que ministre des Transports, mais c'est lui qui tient aujourd'hui, il est à la tête de cette structure très très importante pour la poursuite du processus électoral. Pour vous, Olenga Nkoyi, le CENSA d'Olenga Nkoyi, comme le dit le phare, c'est déjà une coquille vide? Moi je me demande, tout ce que je peux vous dire madame, monsieur Olenga Nkoyi, c'est pas ni homme politique, ni homme d'État. Pour nos téléspectateurs, je vais bien peut-être séparer les torchons et les serviettes. Homme politique, c'est celui qui pense à ses intérêts personnels. Homme d'État, c'est celui qui pense à l'avenir de sa nation. La génération future. La génération future. Et Olenga Nkoyi n'est ni l'un ni l'autre. C'est juste un frère tel qu'il a dit tout à l'heure, Pascal. M. Kabila sait pourquoi, avec Kissa Obeminaku, ils ont fait cela. Il veut pratiquement toujours faire l'usure du temps. Comme la Constitution continue et l'accord bloque, il ne peut pas faire le référendum, il ne peut pas changer la Constitution. Pour être à la tête du pays, il ne veut pas des élections. Et pour gagner du temps, eh bien, il a recruté tous ces gens-là, tous ces produits, les humains là périmés sur la scène politique. C'est comme le cas de M. Olenga Nkoyi. Ça, c'est vraiment un homme périmé. Mais quand même, c'est vrai que Nikez, vous allez répondre la parole, mais Eddy Kaniki, c'est vrai que nous ne voyons que le mauvais côté, c'est vrai, c'est ça qui ressort, c'est ça l'information dommage, mais Olenga Nkoyi, c'est aussi, comme le disent les gens de la majorité, soyez aussi un peu honnêtes, il a lutté à côté de Tshisekedi, il a été aussi un grand combattant, qu'on le veuille ou pas. Pourquoi on ne met pas l'accent sur ce côté-là? Avant qu'Eddy réponde, je préfère peut-être ajouter cet élément-là. Monsieur Olenga Nkoyi, quand on dit il a lutté pendant longtemps autour de Tshisekedi, mais s'il a lutté, où est-ce qu'il a été élu? Si c'est à cause de ça, pourquoi on ne l'a pas amené au Parlement en 2011 pour dire non, il est connu, il a lutté? Quand est-ce qu'on comprend que quelqu'un a l'appui de la population, il est populaire, il est consommable politiquement? C'est quand tu l'es élu. C'est là le verdict. C'est là le verdict. Je reprends. Pourquoi on ne met pas l'accent sur ce côté-là, et pourquoi c'est aujourd'hui c'est la majorité présidentielle qui le hisse un peu au sommet aujourd'hui? Voilà. C'est ça la contradiction. Comment c'est la majorité qui le soutient aujourd'hui? Oui madame, je voudrais d'abord dire qu'on n'accède pas à la direction du CENSA parce qu'on a lutté à côté d'Etienne Tshisekedi, parce qu'on a lutté longtemps dans l'opposition, parce qu'on est intelligent ou parce qu'on ne l'est pas. On accède plutôt à la direction du CENSA parce que c'est des arrangements particuliers qui donne, disons, les modalités pour accéder au niveau de la présidence du CENSA. Donc, qu'on ne dise pas que Olenga Nkoyi est capable, compétent ou n'est pas, compétent, là n'est pas la question. La question, c'est de savoir si, pour atteindre ces niveaux-là, pour accéder au niveau de la présidence du CENSA, on a respecté les accords et les arrangements particuliers, oui ou non. Selon vous, on a respecté? Justement, c'est ce que je voudrais dire. Tout en disant, dès le départ,
qu'il y avait eu, n'est-ce pas, entre le RASOP et la majorité présidentielle, des divergences sur le respect de l'accord du 19 décembre 2016. Lorsque, Pascal l'a si bien rappelé ici, lorsque il y a eu dissidence entre Olenga Nkoy, l'actuel Premier ministre, nous avons vu la classe politique aller signer l'accord et les arrangements particuliers au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, en présence du président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cela veut dire que la classe politique actuelle dans son ensemble, hormis le RASOP, était d'accord de marcher selon ces accords-là et selon ces principes-là. Et ces accords voulaient que le président, n'est-ce pas, du rassemblement soit d'office le président du CENSA. Et par cette occasion, j'ai dit, pour une fois, la MP a été consciente et pour une fois la MP a été sage parce qu'il a voulu respecter l'accord, je précise, respecter l'accord selon qu'ils ont signé avec Vital Kamerhe, F. Bazaïba, Joseph Kabila à travers la MP ainsi que tous les autres au niveau du Parlement. À mon avis, cet accord a été respecté et donc Olenga Nkoy, c'est la personne attitrée au niveau du CENSA selon les accords qu'ils ont signés. Parce que je reviens, la position de Vital Kamerhe, et Edi Kani qui a cité son nom, il a été là. On nous dit que lui il signe partout, hein, au nom de la paix, il est partout, il signe partout. Il a signé au Palais du Peuple les arrangements particuliers. Mais aujourd'hui, pourquoi il dit non à Olenga Nkoy? Pourquoi? Je veux revenir à la question, mais je vais préciser deux petites choses. Il y a eu premier dialogue. Si nous avions eu un deuxième dialogue, c'est parce qu'il n'y a pas eu consensus. Aujourd'hui, nous constatons qu'on n'a pas également consensus. Est-ce que Olenga Nkoy sera à mesure de rappeler tout le monde pour qu'on ait un consensus et finalement penser aux élections? Si nous saurons répondre à cette question, à ce moment-là, on peut l'accepter. Deuxièmement, la personnalité d'Olenga Nkoy aux côtés de Tshisekedi, il n'a pas été stoïque, il n'a pas été juste. Il a été vacillant. À un moment, il s'est retrouvé avec Jean-Pierre Bemba. Et pourtant, Tshisekedi n'était pas avec Jean-Pierre Bemba. À un moment, il s'est retrouvé aux concertations nationales. Et là, il n'a juré que par le pouvoir. Il était avec Kengo. Mais simplement parce qu'il n'a pas eu le pouvoir, il a injurié Kengo, il a quitté. Et finalement, il se retrouve une fois de plus à Tshisekedi. Il n'a pas été juste. Constant. Alors maintenant, il a la tête du CENSA. Comment il va fonctionner? Parce que le dialogue a été organisé par des composantes. Il y avait les signataires du premier accord. Il y avait la majorité présidentielle. Et il y avait l'opposition, le rassemblement des forces politiques et sociales qui se changent, un peu la société civile aussi. Regardez maintenant du côté des signataires du premier accord. Le chef de file était Kamerhe. Kamerhe conteste Olenga Nkoy. Du côté du Front pour le respect de la Constitution, j'ai oublié. Kamerhe rejette Olenga Nkoy. Du côté du Front, on rejette Olenga Nkoy. Du côté du rassemblement, ils ne sont pas partie prenante. Curieusement, même Bitakura rejette Olenga Nkoy. Encore pire, même Lisanga Bonganga rejette Olenga Nkoy. Donc, vous comprenez que ça devient très sérieux. Comment on va sauver cette instance qui, au départ, on pensait qu'elle allait être une instance capable d'amener tout le monde et de convaincre tout le monde à aller aux élections. Mais la position de Vital, c'est ça. La position de Vital et Kamerhe. La position de Vital, parce qu'on était sûr que cette fois-ci, comme il avait signé les accords, comme l'avait dit, comment il dit non aujourd'hui? Au départ, une grosse erreur d'accepter d'aller signer l'arrangement particulier. Il signe l'arrangement particulier et là, il a été pris en piège. Parce qu'il y avait une disposition, je crois 15, on avait changé à l'arrangement particulier. On a dit, la présidence, comme le confrère a dit, au rassemblement qui revenait d'office maintenant à Olenga Nkoy. La première vice-présidence, c'est à la majorité. Deuxième vice-présidence, l'opposition signataire du premier accord. Troisième vice-présidence au Front. Il était conscient, il avait lu. Mais c'est ça, est-ce qu'il lise? La question qu'on se pose, est-ce que nos politiciens lisent? Ou ont-ils des avocats pour leur démontrer point par point? Est-ce qu'ils ont des avocats? Parce qu'en Europe, un homme politique doit avoir un avocat à côté de lui pour lire les accords. On se demande si nos politiciens lisent. Justement, je vois une caisse de devient impatient. C'est simplement lorsqu'on ramène la question maintenant à la composante, le débat à la composante, les autres ont pris la parole, on dit, nous ne sommes pas partie prenante, on n'est pas d'accord. Et Vital Kamerhe va se rebuffer. À ce moment-là, il avait déjà envoyé aussi des noms pour
le Sensa. Et je comprends qu'il imaginait, lui, qu'il allait avoir la présidence, mais il a été triplé. Parce qu'il revient à la logique de l'accord. À la logique de l'accord qui veut que le président de Sensa soit choisi par les composantes, entre les composantes. Et maintenant, ici, c'est les membres des composantes qui ont fait le choix sur... Nickel, je reviens à la question. Vraiment, c'est primordial. On se pose la question, si nos politiques lisent les accords qu'ils signent, c'est impossible que vous ayez signé un tel accord et à la dernière minute, vous vous rébiffez. Est-ce qu'ils n'ont pas d'avocat à côté d'eux? Est-ce qu'ils n'ont pas de suppléants comme en Europe? C'est incroyable qu'à chaque fois, qu'on nous donne des scènes... Je suis obligé de passer vraiment à la vitesse supérieure pour vous en prie. Madame, tous les accords qu'on signe sous l'égide de la majorité présidentielle, il n'y a que Kabila qui est maître du jeu. Ces textes-là, Kabila n'est pas un homme qui lit tous les textes. Lui tient tous les textes que vous présenterez à M. Kabila et sa majorité présidentielle. Ils ne choisissent que les articles ou les phrases qui les aménagent. Et chaque fois, quand on signe un document avec M. Kabila, il y a des réunions et des ré-réunions. M. Kamere le connaît très bien. Il a même écrit, il sait pourquoi il a choisi Kabila. En allant signer, au lieu de signer l'arrangement particulier à la Senko, lui, il est allé faire un arrangement en particulier. Et cet arrangement en particulier l'a totalement tourné dans la sauce. M. Kamere, tout ce que je peux dire, madame, si réellement il veut parler aux Congolais, pour qu'il épargne les Congolais, qu'il donne les grands signaux, dire, M. Kangoudia, quittez ce gouvernement. Je parle le même langage que les rassemblements, les réels qui est sur Pétunias. Que non, Kangoudia quitte là-bas. Cap 31 décembre 2017, M. Kabila, merci pour m'avoir tourné en bourrique. Out. Edi Kaniki, avant de passer à autre chose, est-ce que le Sensa est déjà un mort-né aujourd'hui? Parce qu'il y a des tractations qui se font. On entend que Babala peut être au Sensa. On entend que... Bon, est-ce que c'est déjà un mort-né? Je ne crois pas que le Sensa soit un mort-né, parce que la majorité a toujours été un félin stratège en matière de pouvoir, j'allais dire, duper les autres et forcer vers l'avant. La majorité trouvera un moyen pour remplacer Vital Kamerhe et pour remplacer... C'est lui le principal perdant dans toute cette histoire. La majorité trouvera un moyen. Et le Sensa continuera avec, comment il s'appelle, Olengankoy à la tête. Je voudrais revenir un peu sur le consensus. Lorsqu'on dit qu'il fallait choisir le président du Sensa par consensus. Mais le consensus a été fait en amont. ONG l'a rappelé. Au niveau déjà de l'arrangement particulier, il était prévu que le président sortira de telle structure, le vice-président, ainsi de suite. C'est ça déjà le consensus. Lorsqu'on dit que le président sortira du rassemblement, au moment où nous sommes en train de signer les arrangements particuliers, nous tous là, nous n'avons même pas besoin d'un avocat pour comprendre qu'en ce moment-là, la personne qui avait envoyé la liste de premiers ministrables auprès du président, c'était Olengankoy. Donc par conséquent, en signant l'accord, nous savions très bien que le président du Sensa, plutôt le président du rassemblement, à ce moment-là, c'est Olengankoy, c'est qui fera de lui président du Sensa. Alors, les autres, comme Bitakwira et le ministre d'État qui ne sont pas d'accord, je vois mal qu'ils ne soient pas d'accord parce qu'eux-mêmes sont issus du rassemblement. Ils sont issus de l'accord entre le rassemblement et la majorité présidentielle. Réfuter Olengankoy à cet endroit-là, ça veut dire s'il est l'arbre sur laquelle on est soi-même debout. Mais il parle, le problème. Ils sont en train d'évoquer un élément crucial, les niveaux d'études, par exemple. Je réponds. Madame, je réponds. Je ne suis pas en train de dire que je suis en train de soutenir la démarche. Mais je suis en train de dire que, tel que les choses avaient été faites en amont, ça ne pouvait que conduire à la présence de Olengankoy à la tête du Sensa. C'est ça tout le problème. Parce que dans le critère qu'ils avaient fixé, ils n'avaient pas parlé du niveau d'études. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça ne compte pas le niveau d'études en RDC. La faute donc ici n'est pas à Olengankoy, la faute n'est pas aux études d'Olengankoy, la faute n'est pas aux Français d'Olengankoy, la faute est aux intellectuels qui se prennent plus qu'Olengankoy, mais qui ont été emportés
par, je dirais, les désirs de pouvoir se retrouver à cet endroit-là. Pascal, la question est claire. Le pays, moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse, hein. Créons même notre think tank si c'est possible. Est-ce que la destruction de ce pays, c'est la faute aux intellectuels congolais? Parce qu'il y a des gens qui sont plus diplômés qu'au Lengako, des Master 5, des Bac 5, je ne sais pas moi quoi, mais comment ils cautionnent ce genre de farce, de traître dans ce pays? Très bonne question, mais je suis très d'accord avec Eddy, mais au moins, le problème c'est au niveau de la classe politique. Et les gens voient leurs intérêts de façon aveugle. Mais la majorité présidentielle fait le jeu, il avance, mais ne comprend qu'elle est en train également de détruire le pays, quand bien même qu'elle atteint ses objectifs. Mais en même temps, le jeu se complique davantage contre elle. Et aujourd'hui, c'est que vous allez vous rendre compte qu'on est en train de diviser toutes les structures. À travers ce qui vient de se passer en rapport avec la nomination de Olengankoy, le rassemblement d'Olengankoy va connaître une la division. La composante signataire du premier accord, Kamere et les autres, parce qu'il y a aussi les membres qui sont d'accord pour le Sensa, les Fumutoto et les autres, et ils ne seront pas d'accord avec la position prise par Kamere, il y aura fissure. Du côté du MLC, le Front et les autres, et c'est fort possible que d'ici quelques jours, notamment une autre personnalité aussi cherche il y aura les divisions. Et maintenant, on aura fragilisé pratiquement toutes les structures et ils sortent la tête, ils avancent. Et c'est là, même en avançant, c'est là où nous les interpellons. En face, il y a la population. En face, il y a la donne de sauvegarde des intérêts de la nation. En face, il y a la protection de la Constitution par la population. Mais comment s'en passer, même si vous parvenez à dribbler les autres, parce que on est en face, vous êtes en face des intellectuels corrompus scientifiquement, corrompus politiquement, ils ne voient que leurs intérêts et il y aura la science sans conscience, comme on dit. C'est là où moi je pour compléter, Pascal, madame, la politique, monsieur Kabila a une politique avec sa majorité des canaux à droite, l'argent à gauche. Et tous les intellectuels cèdent devant ces deux points. Soit c'est à cause pour fuir les canaux. Aujourd'hui, les canaux que Kabila utilise, c'est quoi? C'est la machine judiciaire. Tu ne veux pas venir avec moi, je te crée un problème pour te mettre au NUF. Si tu veux venir avec moi, il y a l'argent. Et tous ces intellectuels dont vous parlez, madame, ils cèdent beaucoup plus à l'argent. Mais si tu vas là, quand on a dit on l'a arrêté, ce n'était pas une bonne arrestation. C'est une farce. C'était ce qu'on appelle une occasion de faire la visitation politique. Que l'ange viendra te voir la nuit. C'est quand même grave. Comme vous avez déjà effleuré le côté social, Eddy Kaniki, nous commençons par vous. Il y a encore des rapports et des rapports pas très reluisants sur l'économie de notre pays. Le rapport Bloomberg, c'est ça? Bloomberg. Merci. Donc ces rapports-là, on ne comprend pas comment des masses de dollars circulent comme ça impunément en RDC et cette population crève de faim. Il y a vraiment une portion de la population qui jouit de la richesse de la RDC. Tout à fait, même si je n'étais pas d'accord avec... On gagne du temps. Tout à fait. Nous sommes déjà... Je suis dans ce point-là, mais je n'étais pas d'accord avec Mouzani lorsqu'il responsabilisait Joseph Kabila quand il a joué un jeu avec ce qui se passe au niveau du Sensa, mais cette fois ici, pour la question que vous venez de poser, là au moins, je suis d'accord avec Mouzani que nous n'avons qu'un seul responsable. Le seul responsable, c'est le président de la République. Le président de la République qui est considéré comme un maître de maison. Comment vous pouvez être maître et responsable de votre maison? Vous ne savez pas faire vos économies, vous ne savez pas bien sécuriser le bien et les personnes qui sont sous votre responsabilité. Avec le rapport dont vous avez fait mention, oui, même si on peut imaginer que dans l'élaboration des rapports, il y a toujours des exagérations, mais on ne peut pas parler des exagérations s'il n'y a pas eu quelque chose. Donc, si le rapport parle de 80, 90, 100% de l'argent qui a été dilapidé, et que le gouvernement, par l'entremise du ministre de Mines, qui a fait une conférence de presse hier, n'en est pas d'accord, mais il ne nous dira pas qu'il n'y a pas coulage de recettes. Parce qu'avant justement les rapports dont nous faisons allusion, les rapports Bloomberg, les rapports, je ne voudrais pas citer ces noms-là parce que ça va me compliquer un peu, ces rapports-là, avant ces rapports-là, donc, nous avons entendu les autochtones, les Congolais, même qui ont parlé de l'argent qui fuitait chaque année. Il y en a un qui a parlé de 15 milliards de dollars. Luzolo Bambi. Donc, on ne peut pas dire que ces rapports soient faux dans la mesure où
les Congolais eux-mêmes sont conscients qu'effectivement, aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à avoir leur salaire, alors que de l'autre côté, il y a les autorités qui sont en train de se coucher sur l'argent, qui sont en train de dilapider de l'argent à travers justement... des sociétés, des écrans. On a lu le rapport, Pascal Ondié, ça fait froid au dos, hein, des Un instant, milliards. madame. Mais le procureur général de la République n'a jamais bougé quand on cite la famille présidentielle. Jamais d'enquête ouverte pour dire la presse a dénoncé ceci. Parce que nous, journalistes, nous sommes parfois aiguilleurs des services de renseignement et de la justice. Et le procureur général de la République ne bouge que quand il s'agit d'un opposant. Mais si c'est quelqu'un, comme on cite chaque jour, la fois passée on a cité les Katumba Mouanké, on a cité les Tango Forts, on a cité, le procureur général ne bouge pas. Mais s'il apprenait qu'il s'agit de Fayoulou, directement on va sceller et puis Fayoulou lever son immunité. Je voudrais vérifier une chose. C'est dangereux pour un pays. Est-ce que... en fait, vous avez le fil des idées. Ces rapports-là, on a suivi la réponse, en tout cas le gouvernement a répondu du tic-au-tac. Est-ce que ces rapports n'exagèrent-ils pas un tout petit peu aussi, Pascal, pour noircir un peu le tableau de la RDC? C'est pas de l'impérialisme tout ça aussi. J'ai eu à lire ce rapport du début jusqu'à la fin. J'avais compris que Global Witness n'avait pas exagéré parce qu'il parlait de 750 millions de dollars américains. Exact. À l'échéance de 2013-2015 qui sont partis comme ça. Mais on a cité une banque. Et cette banque, on l'a toujours citée. C'est quelle banque? BGFI Bank. Mais ça ferme non, BGFI Bank? Non, elle fonctionne. Elle fonctionne toujours. Ah, ça c'est la FIBank. Toujours, à chaque fois, lorsqu'il y a question de... Alors, je me dis pourquoi. Et on est allé, on a pris un secteur, c'est le secteur minier. Là, c'est encore plus. C'est vraiment une société, c'est la panier à crabe, hein, le secteur minier en RDC. C'est là où le problème se pose. Et quand vous lisez les différents rapports sur l'économie de notre pays, ces instances sont toujours citées. Et le ministre de Mines ne pouvait que se défendre. Et c'est de bonne loi. Et parce que c'est lui qui est, en d'autres termes, mis en cause. Et c'est normal. Et là, lui, se confie au rapport de l'Étier de 2013, 2014, 2015. Et il invite Global Witness de lire ce rapport. Ce que Global a présenté, c'est pas fondé. Il fallait vérifier les chiffres bien avant, tout ça. Non. Et je comprends, il est dans la défensive. Mais la réalité, c'est que la gestion de notre économie pose des problèmes. Tout le monde les connaît. Pourquoi aujourd'hui, le dollar ne se fixe pas? Ou le franc congolais? Nous sommes à 1700. D'ailleurs, 100 unités, parce que c'est ça la base. 100 unités aujourd'hui. Mon revendeur du coin, Ono, me dit que la carte, c'est à 1800 francs. 100 unités. C'est intenable. Nous n'allons pas tenir à ce rythme-là. 50 unités, c'est 1000 francs. Je peux même venir, je peux m'aborder la question sociale. Parce que le dollar aujourd'hui à 1800, au préjudice des citoyens congolais, ce n'est pas ceux qui touchent le dollar. Oui, exactement. Et à 1800, le pauvre fonctionnaire fait des grèves aujourd'hui. Parce qu'il faut rappeler, les médecins en grève, les infirmiers en grève, les fonctionnaires de l'État en grève, cherchent pour qu'on les paye au taux budgétaire de 1400. Et je ça dis s'est aux pas pauvres, fait ce mois-ci, je dis même aux pauvres, ça s'est pas fait. Je dis aux pauvres, vous vous battez pour qu'on vous paye à 1400. Ils vont vous payer demain après demain. Ça va résoudre quel problème? Parce qu'à l'époque, on calculait le taux à 14. Et c'est comme ça qu'on avait fixé à 14. Mais aujourd'hui, le taux est pratiquement bientôt à 20. Même si vous aurez reçu à 14, vous allez résoudre quel problème? Le problème va continuer. On n'aura pas résolu le problème. Voilà la mauvaise volonté, des mauvais cœurs que les dirigeants ont. Sur le plan économique, ils ont empoché tellement que on se dit, peu importe aux autres, ils peuvent mourir. Cette question, c'est une question sérieuse. Si les autres les dénoncent, et nous avons des services ici qui n'ont pas dénoncé, c'est Global Witness, une ONG britannique très loin, dénonce la question ou la problématique économique en République démocratique du Congo. Où sont nos services ici? Le confrère a cité le procureur général de la République, peut-être pas lui directement, mais il y a d'autres instances habilitées. Mais pourquoi ils n'agissent jamais? On n'en parle pas. Il y a les canaux. La démocratie au bout du canot qui dirige ces pays. Tous ces dirigeants-là ont peur de bouger parce que la famille présidentielle va enfoncer les marteaux jusqu'à leur petit crâne là.
Bon, mais où on va aller économiquement? Le pays se meurt d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Et ils ont leurs milliards. Moi, je crois que le collaborateur du président, ce n'est pas qu'ils ont peur, comme le dit Mouzani. Non, c'est parce qu'ils sont plongés également. C'est parce qu'ils sont plongés. Ils sont plongés dans les détournements et dans le vol. Eux également. Ils ne peuvent pas dénoncer, parce que s'ils dénonçaient, ça signifie qu'eux... Ils seront déboulonnés. Ils seront déboulonnés. Ils n'arriveront pas non plus à détourner chacun au niveau où il a des responsabilités. Donc nous vivons dans un pays où, on le dit d'ailleurs si bien, le poisson pourrit par la tête. Dès que la tête est pourrie, ça veut dire que le poisson tout entier finit par pourrir. C'est pour répondre justement à votre question, où est-ce que nous en arriverons? Mais nous oui, en arriverons au moment où... La rentrée scolaire, c'est au mois de septembre, nous sommes tous parents, nous allons tenir comment? Nous arriverons au moment où l'État congolais n'arrivera plus à payer le fonctionnaire, et même par conséquent, même ceux qui travaillent dans le privé n'arriveront plus à payer leurs agents, parce que l'argent... Les locataires souffrent d'ailleurs, les pauvres. Alors nous assistons finalement à une grogne sociale, et nous ne saurons plus rien maîtriser. Il y aura un soulèvement, n'est-ce pas? Il y aura un soulèvement, et ce soulèvement amènera la police et l'armée à pouvoir attirer sur la population, et lorsque la population perdra la vie, j'allais dire, ça sera les Occidentaux qui vont intervenir, et puis il y aura une rébellion, et en fin de compte, soit le pouvoir ou le régime en place réussit et continue et se maintient, soit alors c'est ce que tout le monde appelle le troisième larron. Madame, le paracétamol, la novalgine pour cette situation, c'est le départ de M. Kabila qui entretient tous ces réseaux-là. Mobutu est parti, hein? C'est Mobutu est parti. C'est lui qui c'est lui le coach. Les Ibengue de cette situation, c'est M. Joseph Kabila. Tant qu'il ne partira pas de la tête de l'équipe nationale, vous n'allez pas facilement déplacer. Non, je vous en prie, Mouzani. Mobutu était dictateur, oui. 32 ans, Mobutu est parti. On refait la même chose. Est-ce que c'est pas tout le système? Est-ce qu'on ne doit pas, Pascal, changer tout le système, formater tous les Congolais? Puisque c'est vrai que M. Kabila est le garant de la nation, c'est lui le président de la République, mais il n'est pas le seul. Nous sommes à 90 millions de Congolais. Est-ce que toute la faute retombe que sur M. Kabila? Lorsqu'un chef est capable de sanctionner ses subalternes, c'est que le chef lui-même n'est pas correct. C'est comme ça fonctionnent toutes les administrations du monde. Un chef doit savoir dire, monsieur, je vous ai mis là, je trouve que, vite tel élément, je vous mets de côté. Jamais vous verrez M. Kabila démettre Mende, M. Kabila démettre... Non. Réfléchissons franchement. Moi, je reviens. Est-ce que c'est à M. Kabila, par exemple, de démettre... donnons un exemple de démettre Mendes si Mendes ne travaille pas bien. Est-ce que c'est à M. Kabila de démettre le PDG de l'OGFRAM s'il ne travaille pas bien? Est-ce que c'est à M. Kabila de démettre le DG de l'ONATRA s'il ne travaille pas bien? Est-ce que sinon c'est un dictateur? Jamais vous le rendez dictateur et tout puissant. À chacun son rôle, à chacun sa place. Je suis dans un territoire. La nomination, madame, pour être nommé ministre, vous connaissez la procédure, c'est dans la Constitution. Je suis dans la méthode structuro-fonctionnaliste. Les sous-systèmes fonctionnent pour permettre au système de bien fonctionner. Exactement. Quand les sous-systèmes ne fonctionnent pas bien, le système aussi ne va pas bien fonctionner. Et j'imagine, c'est vrai, il y a une responsabilité du chef de l'État. Autorité morale, peut-être. Bien entendu. Mais pas... garant du bon fonctionnement des institutions, selon l'article 69 de la Constitution. Mais au même moment, nous les Congolais, les autres Congolais, nous devons nous regarder, nous incomber aussi la faute. Exactement. Qu'est-ce que nous faisons? Il y avait une chanson à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila sur les francs congolais. Mboka soki et Bébi, Moussolonango et Bebaka Elongo. Vous, avec moi ici, je vous ai toujours dit que le pays va mal. Les évêques m'ont emboîté les pas la fois passée, mais la majorité dit que le pays va bien. Voilà. Mais comment le pays peut bien aller alors qu'au même moment, notre monnaie n'est plus stable? Et c'est vous-même qui aviez chanté la fois passée. Vous aviez chanté la fois passée, quand le pays va mal, la monnaie également va mal. Aujourd'hui, nous constatons que la monnaie va mal, donc le pays va mal. Mais qu'est-ce que nous devons faire chacun, partout là où il peut se retrouver? Quel type de responsabilité, quel type de comportement afficher? C'est là que je dédouane un peu le chef de l'État. Parce que si moi, là où je suis, je ne dépends pas directement de lui, mais je ne sais pas me comporter correctement, je ne vois pas directement... C'est ça la responsabilité de chaque Mais simplement, lui, en tant que chef de l'État, il dicte, n'est-ce pas, ce qu'il faut, des mesures essentielles pour contraindre, pour encadrer
la corruption, pour encadrer le mauvais comportement, de façon qu'on ait un comportement exemplaire pour l'intérêt de la nation. Mais c'est là où non, réfléchissons. Moi, j'aime qu'on réfléchisse. Moi, j'aime qu'on réfléchisse froidement. C'est vrai que les gens n'aiment pas le Rwanda, qu'on aime Kagame ou qu'on ne l'aime pas. Aujourd'hui, quand on regarde le Rwanda, ce qui se passe aujourd'hui, les forums, la propriété de Kigali, tout ça, on dira que beaucoup disent que c'est la richesse du Congo, hein, que le Rwanda s'enrichit parce qu'ils volent nos minerais. Ok, mais nous avons nos minerais ici chez nous, presque inépuisables pendant au moins 10 à 15, même un siècle, 2 siècles. Qu'est-ce que nous faisons de nos richesses et de nos minerais? Est-ce que nous allons dire que le Rwandais lambda est différent de moi, Congolais? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Rwanda est boosté et pas le Congo? C'est la question que moi je me pose aujourd'hui. Est-ce que le Rwandais est plus intelligent que moi? Est-ce que le Rwandais est plus capable que moi? Est-ce que le Rwandais est plus compétent que le Congolais? Posons-nous fondamentalement la question. Parce que si le Rwandais vole le coltan, ok, mais il arrange sa route. Le Rwandais vole le coton, mais il ne jette pas la saleté sur la route. Posons-nous la question froidement, aujourd'hui nous sommes des intellectuels. Calmez-vous, madame. Non, mais il y a des choses où ça ne permet plus de se calmer. À moins qu'il y ait une réponse, mais sinon moi j'en ai. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec mes prédécesseurs, mais je voudrais en tout cas appuyer un tout petit peu. Moi ça me choque, hein. Appuyer un tout petit peu Angel pour dire qu'effectivement, il y a la part des responsabilités de chacun d'entre nous au milieu et au poste qu'il occupe. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Le président Trump arrive, il prend des décisions, mais certaines décisions ont été cassées par les cours fédéraux, les cours fédéraux, les magistrats, et j'en passe. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que chaque structure a une responsabilité par rapport à la conduite de la nation et du pays. Il y a des décisions que la MP prend aujourd'hui, comment on l'avait appelé, l'homme de droit, le PGR pouvait casser. Il y a certains, vous avez même fustigé le PGR, ça n'a rien à voir avec le président de la République. C'est la position du PGR lui-même. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. Il y a une juge tatangaise qui a pris carrément la poudre d'escampette. Il est maintenant réfugié quelque part parce qu'il a refusé de faire ce qu'on lui avait proposé. C'est ça, sa responsabilité. Il y a un autre qui se retrouve maintenant en Afrique du Sud, qui a reçu, n'est-ce pas, des coups de balle parce qu'il devait, je crois qu'il devait juger... C'est le juge Jacques Mbouyi. Exactement, il se retrouve actuellement en Afrique du Sud pour avoir refusé... C'est les ONG qui les ont... Je suis en train de parler de la responsabilité. Il se retrouve en Afrique du Sud pour avoir justement réfuté le 80 000 $ ou 90 000 $ qu'on lui a proposé. C'est ça le sens des responsabilités. Et là, ça n'a rien à voir avec le président de la République. Si chacun se comportait comme ses juges, c'est des juges, ça veut dire que nous tous, nous serons anti-corruption. Et donc, M. Kabila ou une autre autorité pourra venir avec ses millions, ça ne fera absolument rien. Mais voilà pourquoi justement au Rwanda, la situation est en train d'évoluer positivement. Parce que lorsqu'on cite le pays le plus corrompu du monde, le Rwanda ne fait pas partie parmi le premier. Mais la RDC, vous le savez, c'est parmi les pays les plus corrompus du monde. Et donc par conséquent, la responsabilité de chacun est... La responsabilité est collective. Mais à la fois, je te donne raison. Je te donne raison parce que c'est comme un enfant qui est voyou sur la route. La responsabilité lui est comme parce qu'il a choisi ces chemins-là. Mais on regardera quand même ses parents. Oui, vous allez... Je voulais dire ceci. Quelque part, Edu vient de me rejoindre. Pourquoi les juges Mbouyi se retrouvent aujourd'hui en Afrique du Sud? La politique de l'argent à gauche, les canons à droite. Soit tu prends l'argent, tu continues la vie, et quand tu t'obstines, il y a les canons qui vont s'occuper de toi. C'est ça, Jacques Mbouyi, en South-Afrique. Et je reviens par rapport aux sanctions dans les responsabilités. Dans ce pays, on n'occupera pas un poste lorsqu'on n'est pas membre de la majorité présidentielle. Vous êtes journaliste, vous avez tout le temps été au Parlement ici. S'il y a peut-être des institutions qui fonctionnent, ce sont les parlements provinciaux. Les provinciaux plutôt. Mais ici, au Parlement national, il y a un principe, le loup ne se mange pas. Quelle que soit la motion avec des dossiers plausible, on présente à Obé Minakou, on dit non, on ne les sanctionne pas, appelez-les en aparté, donnez-lui des conseils. On ne sanctionne pas, les loups ne se mangent pas. Dans l'impunité, le pays ne va pas avancer. Au Rwanda, il n'y a pas d'impunité. Kagame sanctionne ses collaborateurs. Il sanctionne. Un pays ne peut pas fonctionner sans sa justice. Un pays ne peut pas se développer sans sa justice. Il élève une nation. Il élève une nation. Quand une justice est à 3 vitesses,
à 4 variables comme celle qui dirige les PGR Flori. Est-ce que c'est le président de la République qui gère la justice? Exactement, c'est la question que moi je me pose. Mais pourquoi le président ne relève pas les PGR de ses fonctions quand il trouve ses failles comme ça? Pourquoi il ne relève pas? Pascal, je peux répondre. Pascal, je vous en prie. Moi, je prends toujours l'exemple de ce pays qui fait mal. On va me dire parce que le Rwanda est trop petit, parce que... Pourquoi aujourd'hui expliquez-vous ce boom économique et ce comportement presque, je dirais, civique des Rwandais et nous, on n'a pas ce même comportement? Non, je crois que quand je suis intervenu pour la première fois, je n'ai pas dit que le chef de l'État n'a pas de responsabilités. Je n'ai pas dit que la population n'a pas de responsabilités, les autres citoyens. Non, chacun a sa part de responsabilités. Le chef de l'État édicte le comportement collectif que les Congolais devraient maintenant, en tout cas, se comporter ou s'adopter par rapport à la corruption, par exemple. S'il ne le fait pas, c'est une faute, et nous disons, là, il a failli. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait un langage si simple. Et il faudrait les intelligences qui nous comprennent. Mais si nous connaissons ce que nous connaissons, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas eu cette orientation de la vision sur le plan corruption. Il n'y a pas de leadership. Mais ce n'est pas parce que le chef de l'État n'a pas donné des orientations que moi, Pascal, dans ma famille, je dois me compromettre. Exact. Alors que je sais qu'il a un mandat de 5 ans, une fois renouvelable, demain il part. Mais pourquoi je dois m'habiller ou rester avec ce mauvais comportement de la corruption qui doit en même temps compromettre mon code moral avec mon éthique? Les balais. Lorsqu'on organise les élections, le peuple vient nettoyer. Et aujourd'hui, dans ces pays, ils le savent que si on organise les élections, le peuple va nettoyer. Et c'est pour ça qu'ils évitent. Ils ne vous donnent pas l'occasion d'aller aux élections. Cette classe qui dirige connaît très bien que s'il y a élection, il y aura coup de balai réel. Doit-on les balayer? Doit-on une nouvelle classe politique en RDC pour changer les choses? Le problème, ce n'est pas d'avoir une nouvelle classe politique. Pas du tout. Le problème, c'est de changer la mentalité. Exactement. Parce que, rassurez-vous, un garçon qui corrompt déjà en 6e année des humanités, c'est la nouvelle classe politique. Demain, il est en 3e et puis il est député quelque part. Et puisqu'il a déjà appris la corruption à l'école, ça va continuer. Donc le problème, ce n'est pas de balayer la classe actuelle. Le problème, c'est comme Pascal l'a dit, avoir des nouveaux dirigeants qui viendront avec une nouvelle impulsion. C'est cette nouvelle impulsion qui va amener le changement des mentalités. Et nous allons promouvoir la justice ainsi que la sanction positive et la sanction négative. Voilà. Mais ces dirigeants, qu'est-ce qu'ils feront? Il faudrait qu'ils lisent John Locke, c'est un philosophe anglais. Son ouvrage, c'est le traité du gouvernement civil. Qu'est-ce qu'il dit? On ne gère pas le pays par l'arbitraire. Il faut des lois. Si il dit demain il est chef de l'État, il faudrait qu'il respecte les lois. Si lui ne va pas respecter les lois et qu'il va partir, Nikez prend le pouvoir, il faudrait qu'on respecte les lois. Qui ne gère pas le pays par l'arbitraire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes gérés par l'arbitraire. Alors que tout passe, tout coule, Merci à vous donc mes chers confrères, merci d'être en tout cas avec moi dans WebPress, merci à Pascal Onge de Canal Kin Télévision, merci à Nikez Mouzani et Eddie Kaniki, merci à tous mes followers en tout cas sur les réseaux sociaux, merci à vous pour votre fidélité à cette émission WebPress, en tout cas restez branchés sur les programmes de Congo Web Télévision et nous nous retrouvons avec le même plaisir pour débattre de notre pays, la République démocratique du Congo, le mercredi prochain, si Dieu nous prête.